Bonjour François, je suis ravi de t'accueillir sur le blog de Mon Capitaine pour une interview dans laquelle on va parler de beaucoup de choses. Alors, je vais te laisser te présenter et puis ensuite on parlera du livre que tu as écrit qui s'appelle Le temps des chefs est venu. À toi la parole. Merci Rodolphe, merci à toi de m'accueillir comme ça sur ton blog. Donc j'aime beaucoup le nom, c'est le plus beau grade qui soit, capitaine. C'est pas parce que c'est celui que j'ai gardé à jamais, mais voilà, on dit bien capitaine d'une équipe et pas général d'une équipe. Ça me va comme titre. Voilà. Donc oui, comme je t'ai expliqué, on vient d'une même école qui nous est chère. Après Saint-Cyr, moi j'ai été officier de Légion pendant 5 ans, enfin plus exactement 4 ans, la dernière année étant un peu en transition. J'ai d'abord été à Calvi au deuxième rep, où j'étais officier dans la compagnie Montagne, ce qui explique le nom de ma boîte dont on parlera tout à l'heure. Voilà, donc 2 ans et demi à Calvi, où voilà, essentiellement donc compagnie Montagne. Après j'étais à Castelnaudary où j'étais officier instruction, donc en charge de toute la formation, essentiellement des sous-officiers. Et puis j'ai fait enfin, après 1 an de transition dans une unité dans le nord de la France, qui a été paradoxalement une de mes meilleures expériences. Je faisais le cours des capitaines en même temps, puisque c'était une unité qu'il fallait complètement refabriquer de briques et de broc, et où le leadership, beaucoup plus que la machine préinstaurée, faisait toute la différence, et donc c'était une expérience passionnante. Voilà. J'ai quitté l'armée assez vite, hein. Je me sentais pas à l'aise dans le système pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on pourra revenir. Je pense qu'on va dire que je suis plus un chef de partisan qu'un élément dans une structure régulière, et donc la Légion c'est pas le meilleur endroit pour ça. Et donc voilà, c'était typiquement cette erreur d'évaluation initiale que j'ai fait. Autant j'ai adoré physiquement tout ce que j'ai fait des trucs, voilà, des trucs vraiment pointus, physiques, canon, j'ai eu des super gars, mais le système de management Légion ne me correspondait pas du tout. Et donc de là est venue ensuite sans doute l'inspiration que j'aurai après, que j'appelle moi le syndrome du hara. C'est pas parce que tu es passionné de cheval qu'il faut être manager de haras. Donc, c'est pas parce que tu es attiré par une thématique que la réalité d'exercice liée à cette thématique fait vraiment ton bonheur professionnel. Voilà. Donc après, moi, j'ai fait 4 ans dans la finance, 2 ans en gestion de portefeuille, directement sur le marché. Je suis arrivé en gestion de portefeuille donc en juillet 2007. Bel effort. Donc, 15 jours avant le début de la crise. Je me suis pris toute la crise financière dans la gueule, et c'est marrant, et du coup ça a été un super lieu d'apprentissage, à la fois sur le fonctionnement des boîtes, mais aussi pour voir que aucune règle préétablie à ce moment-là ne pouvait survivre. Tous les conseils que j'ai vus à cette époque-là sont tous écroulés par les faits, parce que tout était chamboulé. Donc super expérience. Ensuite j'ai fait un 3e cycle en gestion de patrimoine, et j'ai été chassé dans une boîte de gestion de patrimoine où j'étais manager commercial sur la clientèle entreprise, sur l'Île-de-France et un peu la région Champagne-Ardenne. Donc c'était un management hyper terrain où je passais mon temps à aller aux petites boîtes et donc à manager des commerciaux. Voilà. Parallèlement à tout ça, j'ai été amené à orienter plein de gens qui venaient me voir, beaucoup d'anciens métiers, mais pas simplement, à chaque fois pour me poser. Ils voyaient que j'étais un peu en position avancée au contact de plein de boîtes, et ils voulaient que je les aide à déboucher. Et moi, qui avais mis beaucoup de temps à quitter l'armée, pour les raisons qu'on évoquait, j'ai développé à leur contact une méthode de compréhension des personnalités et d'orientation. Et je me suis retrouvé en fait à avoir la chance du débutant. J'ai trouvé 10 CDI en 2008, en plein cœur de la crise. Ça m'a fait une réputation plus que galvaudée de magicien, du mec qui trouve des jobs comme ça. En réalité, j'ai 200 personnes qui sont venues me voir en 2 ans. Et au bout de 2 ans, je commençais à être rodé. Chaque cas que je voyais, c'était comme une enquête de personnalité. Et j'ai créé ma méthode. Et donc, il y a 6 ans, j'ai créé Edelweiss RH, donc ma boîte, qui fait 3 activités. D'une part, l'orientation des gens, mais pas sur les compétences, mais sur les personnalités. D'autre part, ce que j'appelle l'ostéopathie d'organisation, qui est pour moi, en fait, l'alignement du muscle et du squelette dans une boîte. Donc, c'est-à-dire des postes et des personnalités. Il y a beaucoup de gens qui font que le squelette, l'organisation, ou que le muscle, que du coaching. Moi, je fais vraiment les deux irrémédiablement. Donc, j'interviens dans le comité de direction pour voir qui a sa place, qui manque, comment on organise tout ça. Voilà. Et puis, 3e métier, ce que j'appelle l'accompagnement à la conduite opérationnelle. Et j'apporte, ça va nous faire sans doute la transition avec le bouquin, ce qui me semble manquer le plus, moi, dans les lieux de gouvernance, à savoir le discernement. Ce qui fait que
contexte toujours changeant, on est capable de prendre les bonnes décisions et de mettre en œuvre l'équipe de manière proportionnelle. Voilà. Je vais aider les dirigeants à développer ça, à acquérir ça et à prendre, si j'ose dire, leur espace managérial. Super. Un parcours extraordinaire. Alors, t'es de quelle promotion à CIR? Donc, je suis de la promotion chef d'escadron de Rafali, la meilleure bien sûr, et donc 98-2001. 98-2001, moi je suis rentré en 2002, donc on a peut-être quelques promos avant moi, et en fait moi je te connais par un de mes très bons camarades de promotion dont tu es le cousin, voilà. Ouais, exactement. Et alors du coup, ce troisième point de ta boîte Edelweiss RH se raccroche au livre que tu as écrit, qui est Le temps des chefs est venu. Moi, c'est un titre qui me parle, c'est un livre qui m'a plu, et j'ai trouvé que ton approche était suffisamment intéressante et originale pour la partager à ceux qui lisent Mon Capitaine. Donc je vais te laisser parler de ton bouquin, de quoi s'agit-il, qu'est-ce qu'il en est, et comment est-ce qu'on peut faire, parce qu'on est un peu en ce moment dans un marasme politique avec moi ça me déprime de voir tout ça, donc j'arrête de regarder la télévision et voilà, je trouve ça déprimant, et je me dis, est-ce qu'il y a une classe politique naissante qui soit des vrais chefs exemplaires, en qui on puisse avoir confiance, qui puisse faire en sorte de diriger la France correctement. Voilà. Donc vaste programme, mais c'est l'objet de notre discussion aujourd'hui sur Mon Capitaine. Merci pour ça. Alors le point de départ, j'ai dit un mot magique pour moi tout à l'heure, pardon. Le point de départ de ma réflexion initiale, le déclic que j'ai eu, ça a été en mission, j'étais en Nouvelle-Calédonie, et le chef de corps local, qui n'est pas le chef de corps de mon régiment, a posé une question toute simple, il m'a dit, d'après vous, qu'est-ce qui fait l'officier? Et il y a des gens qui ont dit, son niveau intellectuel, son niveau de culture, le fait qu'il commande, tout ça, non, il y a des sous-officiers qui ont un très bon niveau de culture, il y a des sous-officiers qui commandent aussi, etc. Et il a sorti ce mot magique, le discernement. C'est-à-dire, non pas la capacité à raisonner ou la capacité à organiser ou à piloter, mais la capacité à donner aux choses la portée qu'elles méritent. Ce qui fait que sur telle même faute, tu vas punir lourdement ou légèrement, sur la manière dont, sur tel petit signal faible, tu vas considérer que c'est un non-événement ou au contraire que c'est un événement bascule, etc., etc. C'était absolument lumineux pour moi. Ça a été lumineux pour comprendre que c'était clé dans tout type de management, et ça a été lumineux pour comprendre aussi qu'on n'était pas doté de la même façon du discernement. Puisque c'est une posture qui est particulière, c'est pas un raisonnement, ça ce sera la partie jésuite un peu du discernement des esprits, c'est plus un raisonnement qui est utile, mais je parle moi de discernement opérationnel, j'associe les deux mots, en disant que le discernement opérationnel, c'est une capacité à saisir dans une écoute de contexte les choses qui sont graves, et ça, tôt ou tard, c'est une posture naturelle. Alors, comment je l'ai traduit politiquement? Je l'ai fait sur deux constats. Le premier constat, c'est que la politique traite que des programmes. C'est-à-dire qu'en fait, on est tombé aujourd'hui dans un cycle qui est un cycle vente, communication, vente, communication, vente, communication. Parce que l'élection est une vente, et qu'à partir de là, le seul sujet qui compte, c'est comment je fais un programme qui va me permettre d'être le plus acheté, et ensuite, comment, une fois que je suis élu, que j'ai fait 3 mesures, je communique pour laisser entendre que j'ai fait le programme, et que ensuite, parce que ma communication était bonne, on va me réélire, etc. Je caricature, mais pas tant que ça. Donc, le vrai sujet pour moi, c'est que la réalité de la conduite d'un pays comme de la conduite d'une boîte, c'est pour ça qu'il y a une continuité entre ce que je fais dans les boîtes et ce que je fais et écrit en politique, c'est que 80% de la matière opérationnelle vient du contexte. Ça bouge tout le temps. Et à partir de là, le vrai sujet, c'est beaucoup plus que d'être capable d'élaborer des programmes, c'est d'avoir une capacité à évaluer et à gérer ce qui va venir en face, ce qui va venir dans le temps futur. Donc c'est une affaire de posture, beaucoup plus qu'une affaire de calibrage initial. Mon deuxième constat, c'est que on a aujourd'hui, précisément c'est lié, une énorme erreur de casting. Si ça ne marche pas, c'est que le personnel politique qu'on a est un personnel qui est inapproprié justement à cette capacité-là, et qu'à partir du moment où on a pris en compte le fait que le vrai sujet, c'est la gestion d'un contexte heurté,
il ne faut pas mettre en face de ça ce qu'on a aujourd'hui, à savoir essentiellement des vendeurs et des experts hors sol, qui sont faits pour communiquer ou alors pour construire des usines à gaz. Alors comment je le décline au niveau du bouquin? Je le décline en 4 étapes. C'est-à-dire que la première étape, c'est la réflexion sur les 7 derniers présidents. Et pour aller droit au but sur un sujet qui va tout de suite bousculer tout le monde, j'ai pris acte notamment du fait qu'un général de Gaulle que tout le monde porte au pinacle est quelqu'un qui pour moi n'est pas un chef. Mitterrand, Pompidou sont des chefs, mais de Gaulle n'est pas un chef. Et pourquoi? Eh bien, on va le voir notamment sur 3 choses. La première, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui attend que le contexte s'aligne à ses idées. Quand le contexte s'aligne à ses idées en 40, ça fait carton plein. Quand le contexte s'aligne à ses idées dans les années 60, où il faut pousser l'indépendance de la France par rapport aux 2 blocs, etc., ça fait carton plein. Dès que le contexte se désaligne de ses idées, ça va complètement. Donc en fait, en 46, au moment de l'arrivée des communistes, il est dépassé. Pendant la guerre d'Algérie, il est dépassé. Et enfin, au moment 68-69, il est redépassé. Il va chez notre ami Massu à Baden-Baden. Il a une élection triomphante. Il refait malgré tout un référendum, etc. La deuxième idée qui est liée à ça, c'est lié précisément à ce que je dis sur les référendums, c'est que comme vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas dans l'exercice de son discernement pour coller au contexte, mais qui veut à tout prix faire passer ses idées, chaque fois que le contexte lui rappelle l'écart qu'il y a entre justement ses idées et la réalité qui s'impose, il le prend comme un caprice sur sa personne et il fait des référendums pour dire aimez-moi quand même. Moralité, on a ces écarts permanents et aujourd'hui la présidence ultra émotionnelle et le système de débat médiatique ultra émotionnel dont on hérite et qu'on subit à longueur de temps vient précisément de cette position entre guillemets d'enfant un peu capricieux de Gaulle qui en permanence a besoin qu'on l'aime. Voilà, ce sera la deuxième idée. La troisième idée, je n'irai pas plus loin, c'est que quelqu'un qui dit les Français sont des veaux, c'est pas un chef. C'est-à-dire qu'un chef, il ne peut pas dire mes mecs sont tous des cons. Forcément, il y a un moment où c'est lui, quoi, le con. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soldats avec des mauvais chefs. Voilà. Donc ça, c'est toute la première réflexion. Je vais aller vite. Mais ma deuxième idée va être d'analyser ensuite comment on est rentré suite à ça dans une dictature des médias, dictature des communications. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un règne émotionnel, forcément, ceux qui prennent leur place, c'est les gens qui vont alimenter, attiser, faire monter toute cette logique-là. Et il y a un rôle assez nocif des partis pour ça, qui sont pour moi un peu des machines à idiots, puisque on se cloisonne sur des positions qui sont pas des positions, évolutives de bien commun, mais qui sont des positions rigides de démarcation. Et puis, ça induit ce que j'ai évoqué, du coup, un type de personnel inapproprié, que je résume avec la formule simple, ce que j'appelle l'alliance improbable des tartarins et des botanistes. Donc tu as des vendeurs de jungle, qui savent très bien emmener tout le monde devant la jungle en disant vous allez voir ce que vous allez voir, mais dès qu'il fait 100 mètres il est foutu, et puis il se dit mais rassurez-vous, j'ai des botanistes, sauf qu'un botaniste c'est un mec qui connaît par cœur les espèces, qui est capable de te qualifier le cycle de reproduction des serpents, mais qui a un foutu de te buter celui qui tombe sur la tronche dans les 5 minutes qui suivent. Sauf que c'est juste ça dont on a besoin, c'est-à-dire non pas un expert des espèces, mais un expert du danger, un mec qui sait traduire des concepts évolutifs en décision. Voilà. Deuxième idée, troisième idée. Oui. C'est ce que tu dis. Si mais un jour vous deviez aller dans la jungle, est-ce que vous partiriez avec le vieux routard briscard qui a 0 diplôme, ou est-ce que vous partiriez avec le botaniste qui connaît tout sur le bout des doigts? Exactement. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on fait à chaque fois la même erreur. Par extension, je parle justement de ça, du syndrome du botaniste, c'est-à-dire que pour basculer avec la vie opérationnelle, mais l'armée n'y échappe pas. Hein. On a beaucoup de généraux, désolé pour eux, mais qui sont des premiers de la classe, quoi, et qui du coup sont hyper fiers de dire qu'ils connaissent tout sur tout, sauf qu'on s'aperçoit que dans toutes les décisions cruciales, ils n'ont pas été là au bon moment. Hein, et donc, on les retrouve d'ailleurs. J'ai encore vu récemment, j'ai eu une interaction avec un ancien chef de corps surréaliste, et lui c'est le chef de bande par excellence, c'est le tartarin qui ne supporte pas l'idée que des gens
qui n'était pas assez dévotion et qui l'a disqualifié pour ça, continue à avoir une trajectoire autonome, quoi. Et donc ça me fait justement une transition sur ça. C'est-à-dire que c'est quoi le leadership? C'est-à-dire que le leadership, c'est toute ma troisième partie où je réfléchis sur ce qu'est un leader, ce qu'est un chef. Le leadership, c'est quelque chose de centrifuge. C'est-à-dire que créer une dynamique autour de soi, ça c'est un truc du chef de bande. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on considère qu'un leader, c'est juste quelqu'un qui s'est entraîné. Mais savoir entraîner sans savoir où aller, ça sert à rien. Sarkozy, Jean-Marie Le Pen ou Valls, c'est les trois mêmes. C'est des gens qui ont une super énergie, mais qui sont des tornades. Ils tournent sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils créent un mouvement centripète autour d'eux. Ils disent, ceux qui rentrent dans ma spirale sont des super mecs. Ceux qui ne rentrent pas sont pas dans la mission. Premier écueil. Deuxième écueil, ben, je vous embarque dans un truc qui... En fait, je vous embarque dans ma vie personnelle, dans peut-être parfois des bonnes intuitions, etc. Mais en gros, je n'ai aucune intelligence de la mission. Et Sarkozy, on voit, c'est la tornade. Super dynamique au départ, et puis il nous emmène nulle part. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui centrifuge. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, on pourrait s'amuser à imaginer l'axe de la mission, c'est quelqu'un qui fait tourner l'énergie des gens autour de l'axe de la mission. C'est-à-dire qu'en fait, son sujet, c'est de raccorder les gens autant que, pas plus que. Autant qu'ils concourent à la mission. Pas plus qu'ils concourent à la mission. Et du coup, ça implique d'une part qu'on utilise cette énergie à 80%, même à 90% sur la production de la mission, beaucoup plus que sur l'interaction émotionnelle avec toi. Donc, on sait employer tout le monde. Et d'autre part, ça implique on a une vraie capacité au fait à évoluer contexte après contexte parce que on est dans cette position naturelle d'écoute qui nous permet de voir les choses et qui nous permet encore une fois de réarticuler en permanence le dispositif autour du but. On peut même dire ça, on peut dire qu'on voit un leader au fait que quand il disparaît, derrière ça continue parce qu'il a mis les gens en orbite sur la mission. Il les a pas mis en orbite sur lui. Donc ça c'est leader. Et puis peut-être dernier point qui nous mettra sur tout ça, c'est qu'à un moment donné, pour comprendre aussi pourquoi, c'est ce que je t'ai expliqué, pourquoi on dit il y a des dispositions naturelles de discernement ou pas, c'est là-dessus que j'ai créé un peu mon originalité, c'est que pour moi, on est tous prêtres, prophètes et rois, mais il y a bien des prêtres, des prophètes et des rois. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'un prêtre? C'est quelqu'un qui a d'abord l'intelligence du lien, tout concourt au lien pour lui. Donc, on prend un Sarko ou un Hollande, c'est deux prêtres qui deviennent rois. Donc, deux gens qui sont des professionnels de l'interaction, qui se retrouvent à devoir savoir décider et ça, ils ne savent pas faire. Ou mal. Quand vous prenez un prophète, ça c'est du Giscard, ou pour moi un De Gaulle, ou un Juppé, ou un Le Maire, c'est des gens qui sont d'abord des sachants. Et donc, pour eux, la légitimité, c'est le savoir. Pour eux, la légitimité, c'est produire du contenu. Donc, ils nous font des choses très bonnes, sauf que quand ils sont en position de chef, encore une fois, ce qu'on leur demande, c'est tout savoir, mais de coller à la mission. Et je dis d'eux qui nous construisent des paquebots dans des ports grecs, c'est-à-dire des choses parfaites qui ne peuvent pas sortir. Donc, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, il y a ce danger fréquemment d'être décalé. Troisième type de fonctionnement, le roi, justement, qu'est-ce qu'un roi? Un roi, c'est pas un planificateur. Souvent, aujourd'hui, dans tous les trucs de management, on voit en gros une alternance entre faut être structuré, mais faut être humain. Et le problème, c'est que c'est pas une alternance des deux. Ce qui fait le roi, c'est quoi? C'est une posture naturelle d'intelligence des contextes. Un roi, c'est un producteur de décision. C'est un percolateur de contexte. Il produit quelque chose de très dense, de très limité qui s'appelle une décision. Et donc pour lui, c'est pour ça que la plupart du temps, un chef, il est en retrait, il se tait pour écouter, parce que tout son métier, c'est de produire de la décision, pour ça, entraîner les gens sur ça. Et c'est pour ça que on comprend bien pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de chef en politique. Parce que par nature, un chef, il est en retrait. Il attend que l'événement le convoque. Là où aujourd'hui, les médias attirent comme un aimant tous les super vendeurs. Voilà. Voilà sur ça. Tu veux que continue peut-être sur la dernière partie, sur la partie solution, ou tu as peut-être des questions intermédiaires? En fait, pour ce thème du leadership est extrêmement intéressant. Enfin, moi, c'est un sujet qui me passionne.
C'est un peu l'objet de ce blog, même si on traite de beaucoup d'autres choses. Je pense que tu en as déjà beaucoup dit sur ton livre, et je pense qu'en fait, en vrai, il faut le lire, ton livre. Parce que cette structure, moi j'ai trouvé ça très intelligent, cette structure en 3 niveaux, prêtre, prophète et roi. Et en fait, juste si tu peux juste développer sur la partie du roi, parce que finalement on est tous un peu prophète, un peu prêtre et un peu roi. On a surtout une qualité dominante ou une compétence dominante. Et c'est ça qui fait c'est forgé par notre caractère. Moi, j'ai quelque chose que je dis énormément, c'est-à-dire que il faut pas s'acharner à essayer de corriger ses défauts, parce que en fait, c'est les choses dans lesquelles on n'est pas bon, et il vaut mieux s'acharner à booster ses qualités, parce que du coup, nos défauts, on n'aime pas les travailler, on n'aime pas les. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire d'efforts, mais moi, je suis un adepte du positivisme sur du positif, et pas du positivisme sur du négatif où on est là à se dire je suis pas assez comme ça, je suis pas assez comme ça, il faudrait que je travaille ça. Non, écoute, si t'es pas bon à l'oral ou à t'exprimer en public, ok, ça se travaille, mais c'est pas toi, tu vas essayer de travailler d'autres choses et ça t'en ramènera, si jamais tu le veux, et si tu veux développer cette compétence à travailler ce défaut entre guillemets que tu as, sur lequel tu voudrais évoluer. Mais il y a beaucoup plus d'avantages à travailler des qualités qu'à essayer de corriger des défauts. Voilà. Ça, c'est vraiment mon point de vue, et voilà. Mais pour revenir à cette question du leadership, si tu avais 1, 2 ou 3 conseils à donner pour que les gens qui ont une appétence particulière pour ce leadership, qui se sentent une âme de chef ou une âme de décideur, comment est-ce qu'ils peuvent travailler cette qualité qu'ils ont au fond d'eux? Parce qu'en fait, il y a les chefs innés, et puis il y a une partie d'innés, certes, mais je pense qu'il y a quand même 2-3 ficelles et choses qui permettent de mettre en condition cet inné pour qu'il se développe vraiment. Oui, non, tout à fait. Donc déjà, tout à fait d'accord avec toi sur cette histoire de qualité forte, de points forts, points faibles. Je parlais récemment avec un joueur de tennis, un mec qui a été connu à l'époque, plus connu, mais qui est le mec qui a sorti Lendl, qui était un petit jeune français, qui est sorti au premier tour. Il s'est retrouvé, il s'est retrouvé en plus sur le central. Il dit non, mettez-moi sur un petit court, là je vais me faire déchirer. Puis il a réussi à sortir Lendl. Et ce mec-là, ce qui était intéressant, c'est qu'il racontait que justement, sa stratégie avait été non pas de vouloir à tout prix être bon partout, mais d'identifier là où il était costaud et de travailler comme un malade là où il était costaud. Voilà. Et je pense qu'effectivement, il faut pouvoir un peu compenser la base, mais très tôt ou tard, il faut aller vraiment sur l'essentiel, voilà, sur notre qualité dominante. Les conseils, ce serait quoi? L'idée, ce serait déjà un conseil par rapport au temps. C'est-à-dire que dans la vie, en fait, on commence par aller vers son besoin, puis on va vers son envie. Donc, c'est très bien d'aller un peu se frotter à la difficulté pour compléter ce qui nous manque, ce qu'on vient d'évoquer. Puis, à un moment où il faut aller vers son envie. Première chose. Deuxième chose, c'est comprendre les configurations qui nous permettent d'être dans le pleine expression de ce qu'on est. C'est-à-dire que, c'est l'image que je donne souvent, l'image de la Ferrari. Si tu es chez Ferrari depuis toujours et que ton kiff c'est avoir du monde dans ta caisse, le problème c'est Ferrari. C'est pas fait pour ça. Aujourd'hui on raisonne beaucoup trop marque de voiture. Il faut faire Ferrari parce que Ferrari c'est bien. Non, si tu aimes avoir du monde dans ta caisse, Ferrari c'est pas bien pour toi. Donc raisonne habitacle. Raisonne quelle est la configuration d'exercice qui te plaît. Et de là on trouvera la marque. Et donc réfléchir du coup à la modalité, ce que tu produis au fait. Qu'est-ce qui fait prêtre, prophète et roi? Comment on pourrait le caractériser? Par le fait que c'est d'abord, c'est ce que tu produis au final. C'est à la fois une quête intime et de la production finale. Un prêtre, toute sa quête, elle est vraiment vers les personnes et il produit du lien. Donc il faut que dans sa configuration de poste, il produise du lien. Si le mec, parce qu'il est affûté intellectuellement, il aime être construit, mais qu'il produit que du contenu et qu'on s'en fout complètement du lien qu'il crée, il y a un moment où il n'est pas bien. Donc il faut qu'il soit dans un poste où il produit du lien. Donc ça peut être éventuellement, typiquement, petit switch, c'est de passer sur l'intelligence collaborative. Tout ce qu'on appelle l'intelligence collective, dans les groupes par exemple. Où il va effectivement sur plein de sujets, mais ce qu'il produit au final c'est du lien. Dans des incubateurs, il produit du lien. Il produit les conditions qui font que les gens vont avoir été. Mais au final, lui,
son métier d'incubateur, c'est de produire du lien. Voilà. Tu vois l'esprit? Un prophète, c'est quelqu'un qui produit du contenu. Et donc, il faut qu'il produise soit des idées s'il est créatif, soit des avis s'il est super consultant, soit des systèmes s'il est beaucoup plus dans l'intelligence, on va dire, qu'elle soit opérationnelle, d'expert opérationnel, planificateur, ou technique, ou pédagogique si c'est un super formateur. Mais il faut qu'au final, ils produisent du contenu. Quand vous mettez des gens comme ça en tant que chef, on ne leur demande pas de produire du contenu, mais de la décision. Tu vois? Donc, après, c'est intéressant à produire aussi. C'est-à-dire que, je finis, je reviens là-dessus. Et quand tu es roi, bah, que tu sois au final dans une configuration où, pareil, on ne te demande pas de produire des plans, mais de produire de la décision. Donc, que tu prennes en compte, en fait, la réalité quotidienne du métier pour dire est-ce qu'on m'attend sur de la décision ou est-ce qu'on m'attend sur du plan ou sur des systèmes, etc. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le deuxième conseil, c'est avoir une vision très claire de ton habitacle quotidien. C'est-à-dire de la configuration dans laquelle on va vraiment t'employer. Dernière chose, peut-être qui peut éclairer pour faire un focus plus sur la partie leadership. Et là encore deux choses. Je fais une grosse distinction entre le management de projet et le management opération. C'est là que souvent les gens se foutent dedans. Quand on est prophète, il n'y a pas. Donc, je pense notamment à tous les milieux qui sont un peu les planificateurs. Ils peuvent être utiles sur des missions commando, sur des missions, on va dire, transversales, parce que là, c'est du management de projet. Quand on est manager de projet, le patron, c'est la conception initiale qu'on a du projet. Donc, on va être à la fois celui qui élabore et on va se référer en permanence à cette élaboration initiale. Dans ce cadre-là, en tant que prophète, on est dans une zone de confort. Quand on est manager opération, dès qu'on est CEO dans une boîte, ou qu'on est vraiment sur la partie conduite, le patron, c'est l'événement. C'est-à-dire qu'en fait, notre patron quotidien, celui qui nous donne des ordres quotidiens, c'est l'événement. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on est un bon professionnel face à l'événement? C'est qu'on a du discernement. C'est-à-dire qu'on a une capacité d'écoute qui nous fait naturellement filtrer les choses et qui nous dit ça c'est grave, ça c'est pas grave, là il y a un truc, ça a l'air de rien mais le mec il rentre avec une tête, il s'est passé un putain de truc grave donc lui il va falloir que j'aille le voir. Là il s'est passé un haussement de ton, c'est juste une bagarre, par contre là ce haussement de ton, là il y a un truc qui se passe, là il y a un retournement qui se fait dans l'équipe et là il faut que j'y aille, ainsi de suite. Là il y a tel incident mais ça va faire telle chose, là il y a tel retard dans le marketing, oui, mais à la phase où on est, si le marketing n'est pas aligné, ça va faire péter notre image et donc c'est grave et donc je suspends tout et je fais béton sur ce truc-là. Tu vois, c'est ça le discernement. C'est donner aux choses la portée qu'elles méritent. Pour ça, c'est une posture d'écoute à 80%. Et là, il faut être bien avec ça. Donc, être conscient, si on est plutôt expert opérationnel, planificateur et en caricaturant plutôt premier de la classe, premier dans nos promos de tir, souvent, il vaut mieux aller dans des postes, on va dire, transversaux ou des postes commando ou des postes de conception. Et si on est plus opération, plus terrain, etc. là-dessus, terrain c'est pas le bon terme parce qu'on peut être terrain partout, mais si on est plus, on va dire, dans la conduite, aller beaucoup plus sur des managements opération, parce que c'est là qu'on livre ce qu'on sait faire, c'est-à-dire du discernement. Voilà. Et je t'avais dit deux conseils sur cette partie plus leadership, cette distinction manager projet, manager opération. Et la deuxième chose, c'est comprendre aussi qu'il y a deux niveaux de décision. C'est-à-dire qu'il y a le discernement stratégique et il y a le discernement courant. Sur le discernement stratégique, qui sont vraiment les choses clés, il faut laisser au temps son règne d'évidence. C'est-à-dire qu'il faut laisser les choses s'imposer. C'est Louis XIV qui dit ça, je le cite dans le bouquin. Il dit gouverner, c'est laisser agir la facilité du bon sens. Donc être capable de s'inscrire dans cet espace-temps. Au passage, là aussi, en comparaison avec les médias, on le voit avec l'affaire Fillon, cette espèce d'acharnement de l'événement qui est fait de manière orchestrée et on ne laisse pas les choses s'imposer par rapport à un schéma global. Quand c'est incantatoire en général, c'est pas bon. C'est qu'il y a un focus qui se fait sur un détail comment dire, le temps restitue à sa juste portée. Voilà. Deuxième chose, la décision courante, c'est pas pareil. Parce que là, c'est quelque chose qui te bouscule au quotidien. Et on sait très bien que sur la décision courante, tu n'as jamais tous les éléments. Et que là, faut juste savoir faire le pas. Et donc, voilà, une fois que tu as compris la distinction, la décision courante,
c'est quelque chose qui se construit dans la durée, mais sans la peur de que ce soit bon ou mauvais. C'est un peu le problème, tu vois, justement du prophète qui est dans un raisonnement parfait sur les choses. Hein. Ce que je dis souvent, je dis, une solution parfaite en embuscade, c'est une solution où tout le monde est mort. Parce que le temps que tu l'élabores, elle sera parfaite sur le papier, mais tout le monde sera mort. Donc une solution parfaite en embuscade, c'est une solution par nature imparfaite, mais bien exécutée, et qui va rebondir après de décision imparfaite en décision imparfaite. Quand tu es dans la décision courante, tu es dans une logique d'imperfection continue. Super. Voilà. Bah écoute, merci pour ces conseils. Ce que je te propose, c'est que là on vient de parler de ton livre. Je vais réfléchir aux différentes questions, voire je vais même poser les questions à mes lecteurs pour savoir s'ils ont des questions à te poser. Et puis, ensuite, on répondra une par une aux questions qui sont posées, aux questions qui me viennent à l'esprit, lors d'un prochain entretien, si tu le veux bien. Avec plaisir. Ok, super. Bah écoute, François, je te dis à très bientôt. Merci pour cette interview. Félicitations encore pour ton bouquin. Le temps des chefs est venu. À très bientôt, François. Merci, à bientôt.